attaque la deuxième semaine du vrai Ségur de la santé. Le vrai Ségur de la santé, c'est des auditions quotidiennes qui ont débuté le lundi 14 novembre et qui se dérouleront jusqu'au fin mars, avant le congrès national qu'on est en train d'organiser en parallèle, les 27 et 28 mars, et avant notre opération fauteuil dont vous avez peut-être entendu parler, qui aura lieu a priori le 26 mars si on ne change pas de programme. Aujourd'hui, on tente quelque chose pour essayer de booster un petit peu les audiences de participation à ce Zoom et d'inciter les soignants du collectif, en tout cas, ou en tout cas les gens qui sont abonnés à la page du collectif. On tente de mettre ce Zoom en direct live sur la page Facebook. Mais il est bien clair que toutes les interventions, toutes les questions qui auront lieu d'être posées doivent être posées dans le cadre du Zoom et qu'on n'interviendra pas sur les commentaires. On n'interviendra pas sur les commentaires qui pourraient éventuellement être faits sur la page Facebook. Voilà. Et j'incite les gens qui prendraient connaissance de ce Zoom sur la page Facebook à nous rejoindre très vite dans le Zoom, étant entendu que le lien est le même et sera le même chaque jour. Voilà. Audrey, petite parenthèse technique, on va quand même avoir un problème avec la salle d'attente. Il faudra qu'on réussisse à la désactiver parce que c'est un peu relou. Hein. C'est un petit peu, je pense que c'est un peu relou quand même. Alors, bonjour à tous. On est le lundi 21 février. Le thème des auditions aujourd'hui, c'est en fait le deuxième thème sur la périnatalité, étant entendu qu'on a eu une première approche de la périnatalité avec des sages-femmes mercredi dernier et un PUPH de gynécologie obstétrique. Évidemment, le temps des auditions est trop court. On ne pouvait pas mettre en même temps tout l'aspect puériculture et pédiatrie. Donc, on multiplie les sessions et ce n'est pas tellement grave puisqu'en fait, on a une boîte à idées, une boîte à propositions. Les propositions peuvent venir un petit peu au fur et à mesure au fil de l'eau. Je salue Bruno Caron également qui nous a rejoint. Bruno, sache qu'il y a Italo qui est là également, qui nous a rejoint ce midi. Bruno Caron, futur auditionné du vrai Ségur de la santé. On reçoit qui va être auditionné aujourd'hui? Eh bien, 3 personnes. Claire Royer, qui est infirmière puéricultrice en région Auvergne-Rhône-Alpes. Florence Sequet, qui est cadre puère, si j'ai bien compris Florence, hein, mais vous vous présenterez. Et enfin, Élodie Emo, qui est elle aussi infirmière puéricultrice. Mesdames, je vous passe la parole pour que vous nous expliquiez les enjeux de votre thème et puis qu'en même temps, vous puissiez vous présenter rapidement. Et puis ensuite, on enchaîne les questions et les tours de table. À vous de jouer. Alors, je connais Claire, je vais te faire parler en dernier puisque toi, je te connais bien. Peut-être qu'on va faire parler Florence. Eh bien, pourquoi pas. Donc, je suis Florence Sequet, je suis en effet puéricultrice et cadre de santé depuis 6 ans. Pour replacer les choses dans leur contexte, ça fait 1 an et demi que je ne travaille pas. Je suis en congé maladie, mais voilà, ça me tient toujours à cœur le Ségur, le vrai Ségur de la santé, le collectif, et forcément tout ce qui a trait à la puériculture. Mais voilà, pour une présentation rapide, j'ai travaillé 20 ans en pédiatrie. Pensez bien à couper vos micros, les gens qui ne parlent pas, s'il vous plaît. Donc, j'ai travaillé comme cadre de santé dans un CAMS, un centre d'action médico-social précoce, tout en faisant partie d'un hôpital. Et donc, je faisais des remplacements en pédiatrie néonate et à la maternité dans le cadre du pôle. Voilà pour la présentation. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Florence. On va se retrouver tout de suite. Est-ce que je peux demander à Élodie de se présenter également? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Élodie Emo. Je suis cofondatrice du collectif Je suis infirmière puéricultrice avec Claire. Je suis infirmière puéricultrice et je suis chargée de formation pour les auxiliaires de puériculture. Je suis aussi chef du projet des cercles de parents dont je pense que j'aurai peut-être l'occasion de parler au cours de cette audition. Et puis moi, j'ai un diplôme universitaire en psychopathologie du bébé, psychisme et périnatalité, et j'ai longtemps travaillé en PMI et en maternité et néonatologie. Voilà. Super, bravo, beau profil. Et enfin, Claire, qui est une membre du collectif de la première heure, un des piliers quand même, hein, Claire, même si chacun fait comme il peut, un des piliers du collectif. Claire, on t'écoute. Alors, donc moi, je suis Claire Royer de la Bastille. Donc, je travaille en remets ton masque, le boomer. Abdoul, il faut couper votre micro.
Donc, je suis en maison de santé pluriprofessionnelle pédiatrique, la première de la région Auvergne, peut-être Auvergne-Rhône-Alpes même. Donc, sur Clermont-Ferrand, Je suis 5 sur 5 de boomer. J'ai une expérience. Audrey, dis-moi qui Attendez, parle. excusez-moi. Attends, Excusez-moi. Audrey, est-ce que t'as Arnaud, il identifié- faut. Non, oui, mais Audrey, pas de panique. Est-ce que tu as Non, il identifié faudrait la que tu personne? coupes tous les micros. D'accord, ok, ok. Tu coupes tous les micros et après tu réactives seulement les participants. Ok. Désolée pour ce contretemps. Ok. Non, mais c'est surtout si tu as identifié la personne qui prend la parole, je la sors du Zoom et puis c'est réglé. Hein. Voilà. Touc, j'y arrive pas. Je retrouve pas. Attends, si. Là, tout mettre en sourdine. Touc, voilà, tout mettre en sourdine. Et maintenant, je vais réactiver Claire. J'espère. Alors, il y a plusieurs Claires. Voilà. Claire, est-ce que c'est toi? Regarde. C'est pas toi? Ok. Il ne retire pas, fils de pute. Attends, c'est bon. C'est bon? D'accord, ok. Ouais. Vas-y, tu peux continuer, Claire. Oui, alors, donc j'ai une expérience dans quasiment tous les services Oh ta gueule! pédiatrie hospitalière. Donc voilà, j'ai fait donc depuis 15 ans et là je suis en maison de santé pluridisciplinaire. Donc je suis une des cofondatrices du collectif Je suis infirmière. Attends, Claire, attends. Comment ça je parle, la tasse? Bon, c'est Abdoul hein, qui a un petit peu. Ouais. Je comprends pas pourquoi il me propose pas. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à le. Il faut cliquer sur les 3 petits points. En fait, quand tu es sur la personne, tu vas sur les 3 petits points et ça permet de couper le son et de gérer les entrées et les sorties. Vous m'entendez? Ouais, Donc, on t'entend très bien. Tu peux J'ai repris continuer. le rôle de l'animateur. Arnaud, j'ai exclu les gens, ça devrait Ah, être bon. ok, parfait. Excusez-nous. Excusez-nous. Vas-y, Claire, tu peux reprendre. En Voilà. fait, c'est un peu les problèmes de rendre les Zooms le plus public possible. Le lien, forcément, on est parfois un peu attaqué. Voilà. Vas-y, Claire, excuse-nous. Non, il n'y a pas de mal. Donc voilà, depuis septembre dernier 2014, n'importe quoi, pardon, 2021, j'exerce en maison de santé pluridisciplinaire. Donc je suis en fait salariée du pédiatre avec lequel je travaille et on travaille donc, on fait des consultations ensemble. Pourquoi nous, déjà, premièrement, on remercie le collectif Santé en danger de nous avoir invités à cette audition et de pouvoir de nous permettre de nous exprimer et de pouvoir justement donner des propositions. Merci beaucoup Audrey, Arnaud, Thomas et puis tous ceux qui sont derrière toi parce que pour avoir été derrière toi, je sais qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore à notre système de santé et qui ont vraiment envie de le faire évoluer. Donc voilà, première chose. Et puis donc pourquoi nous intervenons? Parce que nous estimons qu'en fait la santé aujourd'hui, le premier acteur de santé pour nous c'est la famille. La famille c'est vraiment le sujet clé, j'allais dire l'acteur primordial de la santé. Et donc aujourd'hui accompagner les familles c'est quelque chose de primordial si on veut que le système de santé, j'allais dire, perdure. Voilà. Puisque les parents, notamment coparents ou éducateurs, figures d'attachement, appelons-les comme on le souhaite, sont les premiers acteurs majeurs de la promotion de la santé. Nous, on va plutôt être sur le versus vraiment prévention, promotion de la santé, bien sûr curatif, notamment dans les exercices hospitaliers ou dans les exercices comme Florence dans les CAMS notamment ou autres. Mais on aimerait que vraiment se développe tout l'aspect prévention, promotion de la santé et notamment dans les exercices tels que la protection maternelle infantile ou encore tout ce qui est l'exercice
qu'on espère bientôt voir, j'allais dire, légiférer de l'infirmière puéricultrice libérale notamment, ou comme dans mon exercice en maison de santé pluridisciplinaire. Voilà. Parce que au-delà… Ouais. Non, vas-y, vas-y. Non, je disais juste, ce qui est très bien dans le plateau représenté aujourd'hui, c'est qu'en fait, effectivement, comme tu l'as bien dit, il y a le monde libéral qui est représenté, on pense au PMI, et puis il y a les hôpitaux, si j'ai bien compris. Pour nous, dans le Il y a cadre même, en fait, au-delà de ça, Arnaud, même en fait, nous, il faut savoir que dans l'enfance, forcément, les milieux d'exercice sont très, très, très variés et très nombreux. Et la difficulté, c'est que souvent, on est peu nombreux des professionnels de santé spécialisés, j'entends auxiliaires de puériculture notamment, qui sont vraiment qui travaillent en étroite collaboration avec nous, qu'on salue, les infirmières tout court, et les infirmières puéricultrices, pédiatres, et puis après toutes les médecins généralistes, etc. Et donc en fait, c'est l'enfant, il est dans toutes les sphères, hein, j'allais dire, il est aussi bien justement en ville qu'à l'hôpital, qu'à l'école aussi, avec les infirmières scolaires. Et donc, tout cet aspect promotion, il est important de le développer, et notamment avec des professionnels spécialistes de l'enfant, de la prise en charge de l'enfant et de l'accompagnement, de ses parents ou de ses figures d'attachement, ou en tout cas de ses proches, etc. Et voilà. Et nous, on pense que parmi les solutions qu'on peut proposer, c'est vraiment, j'allais dire, se mettre focus sur la santé de l'enfant, de son environnement, donc principalement de ses parents, avec des personnels formés à cet accompagnement-là. Merci Claire pour cette introduction très large. Bon, pour moi, pour nous, dans le cadre du collectif, la périnatalité est un sujet prioritaire et une grande priorité dans les différents thèmes à aborder, comme le milieu du handicap, comme les urgences, comme le médico-social, comme le grand âge et la prise en charge de nos aînés. Bon, quel est mon point de vue à moi? Mon point de vue à moi, c'est que je suis sollicité régulièrement. On m'explique qu'il y a des urgences pédiatriques en France qui ferment. On nous a expliqué, on a entendu que pendant la prise en charge de la bronchiolite à l'automne, il manquait de pédiatres, il manquait de lits de pédiatrie. Il y a donc un gros problème, il me semble, un problème démographique de tout ce personnel compétent dont il faudrait qu'on puisse bénéficier, dont tu parles, professionnels spécialisés. Première question à toutes les 3, comment on peut résoudre le souci d'effectifs paramédicaux spécialisés? Où est le problème? C'est la formation, c'est l'attractivité, c'est le rythme de travail. Évidemment que pour les orateurs, s'il manque de lits, en pédiatrie, comme on dit, souvent la chambre, elle existe, hein, mais il n'y a pas le personnel pour s'occuper de ces lits-là, ce qu'on appelle des lits qui ne sont pas armés. Donc, première question à toutes les 3, quel est le souci démographique? Quel est le problème? Est-ce que les soucis des infirmières puéricultrices et du monde de la puériculture est le même que le monde des infirmiers en général, les problèmes de ratio, d'attractivité, de rythme de travail et de rémunération? Voilà, je voudrais vous interroger là-dessus déjà. Donc, je peux peut-être commencer à répondre pour ce qui concerne l'hôpital. Et quelles sont vos propositions? On n'avait pas forcément prévu d'avoir un particulier, parce que c'est exactement le même problème que dans tous les services hospitaliers. C'est la T2A et c'est, oui, le pouvoir de l'argent. Un service de pédiatrie comme un service de maternité, on ne peut pas savoir demain combien il va y avoir d'enfants hospitalisés. Donc, si on a un certain nombre de lits et armés, on a 15 lits dans un service, armés avec du personnel pour 15, eh bien, allez, 30% du temps dans l'année, ce n'est pas rentable. Parce qu'il y a des fois où on va avoir 2 enfants, des fois où on va en avoir 20. Donc, c'est pour ça, tant qu'on raisonnera en T2A et en occupation des lits, les services de pédiatrie ne seront pas rentables, comme les services de néonat. Donc, est-ce que c'est Florence qui s'exprime là, hein? C'est Florence? Florence, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'en regard de ce problème-là, une des solutions qui est effectivement transversale, c'est suppression des indicateurs économiques qui organisent le monde de la santé, T2A, ONDAM, suppression, moratoire, ils font ce qu'ils veulent, mais on doit arrêter de conditionner
l'existence de lits d'hospitalisation d'enfants à des critères économiques. C'est un non-sens. Est-ce que là-dessus, vous nous rejoignez? Ah oui, non, mais tout à fait. C'est vraiment les problèmes de l'hôpital en général, les services de pédiatrie et de néonat. D'accord. Est-ce que pour la formation, maintenant, alors peut-être que Claire et Elodie vont répondre également, mais je complète ma question. Et alors, ce qui se passe dans votre quotidien de professionnel, organisation, revenus, etc., mais est-ce qu'il y a des soucis avec la formation? Par exemple, quand on a fait une session sur la formation avec une cadre de l'IFSI, elle disait, attention Arnaud, il faudra qu'on soit capable, c'est pas le tout de dire qu'il faut plus de monde, il faudra être capable d'avoir des formateurs. Il me semble que votre profession jouit quand même d'une belle image, mais est-ce qu'au niveau de la formation, il y a des soucis ou pas? Je vais me permettre de répondre. Alors, juste pour revenir sur le point d'avant, oui, en effet, c'est transversal. La problématique, elle est commune et en hospitalier et en extra-hospitalier. Parce que la PMI, pour revenir sur la PMI, qui est un moyen de prévention, faut la reconstruire, la PMI. Donc, il va falloir mettre des moyens et financiers et humains très, très forts. Il y a de l'argent qui est mis en ce moment au niveau des 1000 premiers jours, mais c'est des poussières comparément à tout ce qui a été enlevé à la PMI, je dirais, ces 20 dernières années. Donc, au niveau de la formation, alors, on jouit d'une belle image, je ne sais pas. Je pense qu'on est une profession quasiment exclusivement de femmes. J'inclus les auxiliaires de puériculture où la formation, elle a été repensée cette année pour les auxiliaires de puériculture. Il y a un nouveau référentiel là qui vient de paraître. Pour les infirmières puéricultrices, c'est à venir. Parce qu'il y a quand même des fortes demandes et ça va avec les besoins de population. C'est-à-dire que là, il y a une formation en Bac+4, mais qui devrait être en Bac+5 vu la densité du programme. Est-ce que, à ta connaissance, parce que tu vois, je peux te répondre sur ce sujet-là, Oui. pour les infirmiers qui exercent en réanimation, il y a des gens, des professionnels qui réfléchissent à un référentiel pour une éventuelle reconnaissance de la spécificité des infirmiers qui bossent en réanimation. Est-ce que vous savez si au niveau des sociétés savantes, en lien avec la pédiatrie, des choses comme ça, il y a actuellement du travail avec le ministère ou pas? Là, pour le coup, on a une feuille de route. Il y a des rendez-vous avec la DGOS qui vont être programmés sur début de l'année. Donc oui, il y a eu des promesses de fête. Il y a eu un échange, une visio avec Olivier Véran et Adrien Taquet. Donc oui, puisque du coup, c'est vrai que notre profession doit aussi être, le référentiel doit être revu pour aussi répondre aux besoins de demain de la population, des familles et des enfants. Bon, donc en fait, dans les propositions sur ce point-là, on pourrait mettre pour nos scribes accélération des négociations en cours, accélération. Et puis alors, je vais vous dire, je ne devrais pas vous dire ça, je ne devrais pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Il faut jouer sur quelque chose d'imparable. Parce qu'en fait, le gouvernement, l'exécutif actuel, eux, ils estiment que de toute façon, il n'y a pas assez de médecins puis qu'on n'arrivera pas à régler les problèmes et qu'en fait, le moyen de mieux soigner les gens, c'est d'augmenter les prérogatives des infirmiers. Moi, j'y suis pas vraiment contre. Hein. Après, les infirmiers, c'est quand même pas des médecins, ils ne pourront pas résoudre tous les problèmes de la santé en France. Non. Cependant, du coup, il y a quand même une vraie dynamique de favoriser l'augmentation des prérogatives des infirmiers en général. Et vous, compte tenu de la faiblesse de la démographie française en termes de pédiatres, je crois que vous devez au maximum jouer cette carte-là, en fait, parce qu'à cela, ils sont très sensibles. Oui, mais alors pour argumenter ce que je disais, en juin 2021, il y a le rapport de l'IGAS qui est sorti et qui pointe notamment, la première recommandation, c'est le développement en collaboration avec les généralistes et les pédiatres de l'exercice de l'infirmière puéricultrice en ville. Parce que ce qui est pointé aussi au niveau des propositions, c'est qu'il y a une mauvaise coordination pluridisciplinaire aujourd'hui entre l'hôpital et la ville, et ça, c'est vraiment un axe à développer avec peut-être à les sensibiliser les uns et les autres aux compétences des uns et des autres. Généralement... Alors, attends, je te coupe parce que ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est pour attirer l'attention de Magali Matt qui note les propositions. C'est très intéressant ce que tu dis là. Parce qu'en fait, en médecine de ville, on parle toujours d'un manque de fluidité, de complexité, de filières qui sont mal identifiées. Donc là, ce que je vais te redonner la parole. Tu dis qu'il faut optimiser, améliorer, rendre public les organismes et les professionnels. C'est ça que tu dis. Parce qu'aujourd'hui... Je pense qu'il faudrait faire une campagne de pub pour certains professionnels de santé. Si tu veux, pour prendre le nôtre, parce qu'aujourd'hui, on est 3 infirmières puéricultrices. Moi, quand je dis que je suis infirmière puère à des gens qui font des écoles de commerce, ils me disent « Ah, tu es assistante maternelle » ou « Ah, tu es auxiliaire de puériculture ». Ils ne savent pas ce que c'est que notre profession. Et je suis sûre que c'est peut-être la même chose pour les auxiliaires de puère. Ils parlent des dames qui s'occupent des enfants, des dames de maternité. Et donc ça, c'est choquant dans le sens où... c'est des professions qualifiées, que ce soit nous, les infirmières puères ou les auxiliaires de puériculture, c'est des métiers peu connus, en tout cas. Voilà, ça va aussi avec, pour nos scribes, les propositions, l'éducation. Parce que quand on dit éducation pour le système de santé de demain,
c'est éducation des concitoyens à leur système de santé, mais c'est éducation aussi des soignants au système de santé qui existe et aux différents intervenants. Tout à fait. Et aujourd'hui, on est tous un peu quand même cloisonnés. Et oui, il y a du corporatisme qui fait que… Mais les professionnels, enfin, de corporatisme, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a de telles souffrances dans telle profession qu'on se concentre déjà pour faire… Enfin, je parle pour nous, hein, mais on se concentre pour essayer de faire avancer les choses dans l'intérêt primordial des familles et des enfants, parce que c'est quand même ça le but majeur. Mais oui, à s'allier et à faire de la communication entre les professionnels et au niveau public, c'est-à-dire des campagnes de pub peut-être sur les organismes, sur la PMI. Il faut faire de la pub sur la PMI. Il y a déjà l'ANIS, dirigé par Charles Rie, qui a fait des spots publicitaires pour parler de la PMI. La PMI, c'est un truc génial, mais qui a une image très mauvaise. Et donc, du coup, les parents n'y vont que très peu. C'est 15% des familles en France qui vont en PMI aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a 85% des familles qui n'y vont pas. Pourquoi? Parce que c'est une image… Parce que c'est associé à l'aide sociale à l'enfance et parce qu'on a mal communiqué, parce qu'on n'a pas suffisamment communiqué. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui doivent se développer en libéral, parce que la PMI n'a pas aujourd'hui les moyens financiers et humains de couvrir tous les besoins de la population, notamment en termes de prévention et de soutien à la parentalité, mais aussi parce qu'elle doit être mise en avant, parce qu'il devrait y avoir des pubs à la télé sur la PMI. C'est quand même plein de professions c'est génial, la PMI en soi, je veux dire. Et voilà, et les gens, généralement, quand on les interroge, certains disent bah non, et pourquoi non? Parce qu'il n'y a pas assez de communication faite autour de ça. Donc oui. Tu sais, Élodie, c'est Élodie qui parle là. Oui, Élodie, c'est le rôle des ARS. Hein. C'est les ARS qui devraient communiquer sur comment, par territoire, est organisé le soin, où sont les PMI, quels sont les intervenants. C'est les ARS. Donc, oui, mais c'est le gouvernement qui impulse aussi au niveau des ARS. Donc… Bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut changer la carte mère également des ARS. Moi, je ne suis pas un extrémiste. Il y a des gens qui disent qu'il faut supprimer les ARS. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, il faut faire un reset, il faut les rebooter pour qu'elles soient au service de leur territoire et qu'elles ne soient plus uniquement un organe de communication descendant sous le ministère. Voilà, ça ne marche pas aujourd'hui. Les ARS, ça ne marche pas. Ça doit être un organe entrant, sortant, une prise d'information entrante et sortante. Ok, ça marche. Peut-être que… Pardon, j'aurais bien aimé compléter aussi. Vas-y, c'est clair, j'allais te passer la parole. Ah pardon, Jean pour moi. Juste, je voulais compléter par rapport à la difficulté en fait qu'ont les infirmières aussi à accéder à la spécialisation des infirmières puéricultrices. Ça, c'est très important, ça. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai été mis en évidence. Bon, maintenant, je me vois, ce n'est pas très grave. Juste, voilà, quand on fait l'école d'infirmière, donc maintenant, c'est 3 ans. À mon époque, c'était 3 ans et demi. Voilà, généralement, on est sorti du bac, ou on peut reprendre, mais quand même, on sort du bac. On est dans une vie étudiante, etc. Donc, bon, j'allais dire, on est habitué à vivre avec peu de moyens, qui sont déjà, d'ailleurs, un point, j'allais dire, à soulever, la difficulté financière des étudiants en France. Hein. Maintenant, pour être étudiant, il faut avoir des moyens pour être étudiant en France et pour pouvoir surtout faire ses études dans de bonnes conditions. Et la difficulté des infirmières puéricultrices, c'est que la spécialisation, soit on passe par la formation professionnelle. Moi, j'ai eu la chance d'accéder à la formation professionnelle. Donc, j'ai pu être rémunérée pendant ma formation, mais on était 5 sur ma promo de 25, donc sur Clermont-Ferrand, on était seulement 5. Le reste des étudiants donc, qui étaient déjà infirmiers, soit étaient financés plus ou moins par Pôle emploi, par des aides, ou certaines ont dû faire des prêts. Quand on est, j'allais dire, pour la plupart mère de famille ou même encore jeune femme, hein, parce qu'il y en a qui commencent donc à 25 ans, qu'on a des prêts, etc. En fait, c'est très difficile de se lancer dans cette formation, parce qu'il faut savoir aussi que c'est une formation qui est en 1 an et nous on souhaiterait donc qu'elle passe en 2 ans, qui est au niveau de la demande du travail personnel à côté est très intense. Donc, autant vous dire que, mais je pense que c'est pour, j'allais dire, c'est peut-être pas forcément propre aux études d'infirmière puéricultrice. Je crois savoir que la spécialité anesthésiste et bloc opératoire est aussi très intense. Tout ça pour dire que forcément, aujourd'hui, de ce que j'ai entendu, il y a des difficultés de recrutement des infirmières puéricultrices. C'est pour ça, souvent, par exemple,
je sais pas, c'est écrit sur les postes recherche infirmière pour la direction d'établissement d'accueil jeunes enfants ou pour des services d'urgence pédiatrique. Et à chaque fois, nous on réagit en disant mais tiens, mais pourquoi vous ne recherchez pas des infirmières puéricultrices? Et souvent, on nous répond, mais on aimerait avoir des infirmières puéricultrices. Mais aujourd'hui, sur le marché du travail, il n'y a plus d'infirmières puéricultrices. Donc ça pose souci. Ça pose souci pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de professionnels spécialisés dans la petite enfance, parce qu'il faut savoir que maintenant, avec le nouveau référentiel des infirmières, il n'y a plus d'apport théorique sur la pédiatrie. En tout cas, donc, ta proposition, Claire, si tu soulèves une problématique, je veux une proposition en regard. Ta proposition face à ce problème-là, c'est quoi? Alors, ça va être d'augmenter l'accessibilité, justement, des professionnels pour cette spécialité et notamment favoriser, justement, les formations professionnelles qui permettent de continuer de vivre, j'allais dire, normalement, tout en se spécialisant. Après, effectivement, on doit, après des années, ce qu'on appelle des années à l'hôpital, voilà, ça s'appelle pas un remboursement, j'ai plus le terme en tête, mais ça, je trouve que c'est quand même judicieux, ou même dans je sais pas, notamment des mairies pourraient investir ou dans des infirmières puéricultrices, notamment pour être directrice d'accueil jeunes enfants, parce qu'on sait que voilà, c'est une demande dans les villages. Pour repeupler les villages, il faut des parents aussi qui travaillent avec des jeunes enfants, et ces enfants, il faut bien les garder à un moment donné. Donc c'est vrai qu'on fait partie d'un domaine où, j'allais dire tentaculaire, où on ne peut pas prendre qu'une petite partie du problème. Il faut vraiment voir dans sa globalité. Mais comme j'allais dire, c'est vraiment le propre de notre métier, quoi. Un enfant, on ne soigne pas un enfant seul, on le soigne dans son environnement. Et donc, on doit voir donc promotion de ces carrières-là. Tout à fait. C'est ça. Promotion, accessibilité, simplification d'accès de ces carrières-là. Oui. J'ai vu aussi passer les messages pour tout l'aspect établissement de santé. Des ratios, je préfère ratio que quota, mais des ratios, nombre d'enfants, infirmières puéricultrices, auxiliaires puéricultrices. Donc ça, c'est très transversal avec les autres spécialités chez les paramédicaux. Bon, une autre question. J'ai le sentiment, moi, pour avoir été hospitalier longtemps et pour avoir des contacts un peu partout en France avec des infirmières puéricultrices, notamment Draguignan, etc. Ce qui revient à mes oreilles aussi de temps en temps, c'est on n'a pas de matériel, on n'a pas assez de scopes, on n'a pas assez de matériel. Est-ce que ça, c'est une légende urbaine où j'ai l'impression que la périnatalité n'est quand même pas la priorité des investissements faits dans les hôpitaux? Est-ce que c'est en lien avec, une fois de plus, la T2A qui montre que de toute façon, elle aura un scope de plus si elle justifie qu'elle fait plus d'enfants, ce qui veut dire quand même, au bout d'un moment, faire des enfants, s'occuper d'enfants avec pas assez de scope, et puis quand on a réussi à faire ça sans les tuer, eh ben, on a gagné un scope. Cette logique-là, elle est complètement dingue. Est-ce que c'est votre ressenti, ça? Si c'est une connerie, on passe pas de temps là-dessus, mais j'ai le sentiment quand même que les services de pédiatrie et votre thématique notamment est un peu le parent pauvre des hôpitaux. Mais moi, je vais donner juste un exemple tout bête. Donc, j'étais en chirurgie pédiatrique là, pendant 2 ans. Donc, la chirurgie pédiatrique prend des enfants de un jour, j'allais dire, à 18 ans. On n'avait que des thermomètres. Pourtant, c'était pas faute de réclamer, hein, l'équipe réclamait, que des thermomètres tympaniques. Il faut savoir, j'imagine que tout le monde a vu un thermomètre tympanique, mais la taille du truc, déjà, à mettre dans l'orifice, n'est pas du tout adapté à celui d'un enfant. En sachant en plus que, voilà, dans ce type de service, la surveillance de la température, elle est hyper importante, donc il faut être vigilant. Donc, cette température, on la prend plusieurs fois, généralement une fois dans soir, matin et nuit. Donc, on dérange les enfants systématiquement pour leur prendre une pauvre température, enfin une pauvre, pardon, de l'expression, alors qu'on sait très bien qu'il y a quand même sur le marché des thermomètres frontaux ou ailleurs. Enfin, je veux dire, ça, c'est le b.a.-ba, j'allais dire. Claire, ce que tu nous rapportes là, c'est quelque chose qui est assez répandu de par votre collectif. Vous pouvez nous dire que c'est assez répandu, ça, comme problématique? Oui, le problème de matériel, il est récurrent. Hein. Après,
moi, je parle de Clermont-Ferrand parce que voilà, j'ai pas mené de grandes études sur les autres hôpitaux, mais c'est vrai que c'est des problèmes et je pense que Florence peut en témoigner aussi. Donc, qui a été ça. une des propositions qu'on peut faire dans le cadre du vrai Ségur de la santé, c'est peut-être d'arrêter de construire des nouveaux hôpitaux parce qu'en ce moment, ils ont la folie des nouveaux bâtiments, des nouveaux hôpitaux, des machins, et déjà de sécuriser l'existant à la fois en paramédicaux, en organisation robuste et en matériel. C'est-à-dire que arrêtons d'imaginer qu'on va faire une nouvelle activité sur un nouveau territoire si on n'est pas capable de permettre aux filières existantes d'être un peu autonomes en termes de matériel. Ça, c'est quelque chose qui vous parle. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, tout à fait. Oui, Arnaud. tout à fait. Après, je pense que Arnaud, si je peux me permettre, si on peut décentraliser ou dézoomer un peu sur l'hôpital et plutôt aller, parce que je vois que le temps tourne, sur des propositions justement plutôt d'accompagnement, parce que là, on est encore dans le soin, encore dans le curatif. Pas de souci. J'ai juste une dernière question, Claire. Une dernière question. Vos relations avec pédiatres, gynéco, sages-femmes, elles sont bonnes? Elles sont plutôt très bonnes. D'accord, ok, ça marche. Elles sont plutôt très bonnes. En fait, on voudrait nous opposer, mais on est vraiment on ne fonctionne pas les uns sans les autres. Et ça, je pense qu'on est un peu tous et tous d'accord pour se le dire. Moi, j'ai eu quand même plutôt j'allais dire là, j'ai été embauchée donc par une pédiatre, donc qui reconnaît les compétences d'une infirmière puéricultrice. Et ça, je trouve que c'est plutôt une reconnaissance quand même, malgré tout. Les sages-femmes, on travaille en étroite collaboration, notamment en PMI. Tout à l'heure, on parlait de la PMI parce que, et Élodie, j'allais dire, vanter les services de la PMI, mais la PMI, il faut savoir que ce ne sont que des équipes pluridisciplinaires qui ne fonctionnent, et on ne fonctionne jamais seul en PMI. Notamment, il y a les sages-femmes, les éducateurs, les orthophonistes, les psychomotes, les ergots, enfin, il y a les psychologues, les assistantes sociales. On ne fonctionne qu'en équipe. Et donc les PMI sont à renforcer. Ah, mais plus qu'à renforcer, elles sont à mettre sur un… peut-être que j'exagère quand je dis ça, et encore, mais sur un piédestal. C'est vraiment un service de proximité au service de l'accompagnement des familles et des enfants et qui sont spécialisés, j'allais dire, dans la promotion et la prévention de la santé. Claire, je vous laisse enchaîner sur vos… je vous laisse enchaîner sur… Pardon, ouais, allez-y. Ouais, je peux me permettre juste… C'est votre audition, hein. Il y a un article qui est sorti d'un challenge donc de James Heckman, qui est un prix Nobel d'économie, qui dit que la puéricultrice a plus d'impact social qu'un professeur d'université. Et c'est hyper important. Et donc, ça va leur plaire. Il parle de la PMI, il parle de tout ça. Évidemment que c'est important, ça fait économiser, mine de rien, d'investir dans ces domaines-là, ça fait économiser de l'argent. On sait qu'à l'hôpital, aux urgences PED, il y a des réhospitalisations parce que les parents, ils viennent pour des petits problèmes de santé, mais ils n'ont surtout pas de soutien. On ne les prévient pas. En gros, la parentalité au démarrage, si on part de la grossesse, il y a un lâchage dans le rapport de la commission des 1000 premiers jours. Il y a un parent sur deux qui témoigne ne pas avoir assez de soutien en postpartum. Donc, en fait, il y a tout ça à faire avant. Évidemment qu'il y a à l'hôpital, l'infirmière puéricultrice et d'autres professionnels de santé ont un rôle plus curatif. On va venir traiter les choses. Il y a quand même, tu parlais tout à l'heure, Claire, en off, de l'augmentation des cancers chez l'enfant de 18% l'année dernière, je crois, entre 2017 et 2019. Il y a des problèmes liés à l'environnement, notamment. Il faut aller éduquer les parents. Mais en fait, il faut partir de la base. Plus les parents ils vont avoir d'infos, plus ils vont avoir de soutien, mieux après va être le parcours de soins. Et là, aujourd'hui, en France, il y a un vrai trou dans la raquette. Et notamment, moi, je suis chef de projet sur les cercles de parents et c'est ça, parce qu'aujourd'hui, la PMI, elle n'a pas les moyens de mettre en place dans tous les départements des actions collectives. Et c'est bien dommage. Et voilà, il faut que ça change. Et donc, du coup, les cercles de parents, c'est que tous les parents de Bourgogne-Franche-Comté ont le droit à 3 séances de 2 heures pour venir poser toutes les questions qu'ils veulent, rompre l'isolement, lutter contre la dépression postpartum des mères, qui est quand même la deuxième cause de mortalité des femmes en France, deuxième cause de mortalité maternelle, en France. Donc, il y a des vrais problèmes de santé publique. Donc, plus on va investir à la base, c'est-à-dire dans la prévention précoce, les sages-femmes, maintenant, il y a des choses qui ont été mises en place, c'est super, mais il faut faire le relais aux sages-femmes, parce que les sages-femmes, souvent, elles sont en difficulté après. Et les pédiatres, vu qu'ils sont peu nombreux, ils n'ont pas le temps d'aller prendre 2 heures pour échanger avec les parents. Et aujourd'hui, en 2022, être parent, c'est des tas d'injonctions, c'est plus de punitions, c'est plus de cris, c'est plus de télé, c'est plus de tout ça, et très peu de soutien. Et donc ça, c'est un vrai problème, je dirais, de santé publique en France. Donc on revient quand même
sur un grand effort de communication, d'éducation, et j'ai presque envie de dire de présentation de toutes ces filières-là, qui, à vous écouter, ne sont pas assez connues, assez pas maîtrisées, et qui pourraient être, enfin, qui sont les premières actions de prévention qu'on peut faire dans les nouvelles vies de tous ces enfants-là. Je traduis à peu près le truc? Ouais, tu traduis bien le truc parce qu'aujourd'hui, les parents, en fait, ils n'y vont pas non plus dans ces soins-là ou à la PMI parce que pour eux, c'est l'ordre de la normalité. Il faut rendre les séances de soutien à la parentalité, la PMI, tout ça, aussi normal qu'on rende des séances de préparation à l'accouchement. Voilà, il faut que ce soit normal. Il faut que excellente proposition, ça. Excellente proposition à noter. Excellente proposition. Est-ce que vous voulez axer sur vos filières en ville, etc., Claire? Claire et puis Florence, enfin, je vous laisse vous organiser entre vous. Hein. Oui. Bah, moi, le constat que je peux faire aujourd'hui en ville, c'est notamment, je commence à prendre la parole parce que je pense qu'il y a une vraie, j'allais dire, un vrai cycle, une vraie hiérarchie. En fait, excuse-moi de te couper, mais c'est pour moi fondamental. Sois obnubilé par tes propositions, Claire. Sinon, en fait, on fait du constat et on soulève les problématiques. Alors, juste, le petit constat que je fais, le petit constat juste pour expliquer quand même la suite, c'est qu'aujourd'hui, donc, moi, je travaille en étroite collaboration avec le pédiatre et on voit donc les enfants de 0 à 18 ans. En fait, la majorité des consultations aujourd'hui chez le pédiatre sont organisées pour le suivi. Vous savez que le suivi, la première année, voire les 2 premières années, il y a 3 examens obligatoires, le 8e jour, 9e mois et 24e mois. Et entre-temps, les 6 premiers mois, il y a un examen par mois de l'enfant et puis ensuite ça s'échelonne en fonction des vaccinations, en fonction du calendrier vaccinal. En sachant que la première année, il y a quand même un bon nombre de vaccins, la deuxième année un peu moins et puis après ça s'étend. Donc en fait, si vous voulez, sur ces 2 années-là, il y a une concentration des examens et du calendrier vaccinal. Tout ça pour dire qu'en fait, le pédiatre finit par ne faire plus que ça, entre guillemets. Et ne plus du tout s'occuper enfin pas s'occuper, mais il a des difficultés à prendre en charge les enfants qui ont des pathologies chroniques, je sais pas, donc si vous voulez, en ville, finalement, tout ce qui est pédiatrie, ça va être du suivi, du suivi, voilà, du dépistage. Et tout ce qui va être en lien avec la pathologie chronique, ça va aller directement vers l'hôpital. Alors même, donc là, ça fait une partie, c'est une proposition, alors même que nous, infirmières puéricultrices, nous sommes formés au dépistage, au suivi des enfants, et donc qu'on pourrait tout à fait, j'allais dire, déplacer tout ce qui est suivi de l'enfant en collaboration, bien sûr, avec les pédiatres ou les médecins généralistes, mais ça pourrait être des choses qui pourraient être faites facilement, puisqu'on est formé, on sait le faire, hein, c'est pas, on va pas l'inventer, hein, on sait le faire, on est formé. Donc ça fait partie de la fameuse proposition, la nomenclature de soins spécifiques pour la pédiatrie. Ça me fait penser à l'audition qu'on avait faite sur la ville avec la demande des infirmières libérales de consultation de premier recours d'urgence quand tu es infirmière libérale pour éviter aux médecins généralistes de devoir aller faire une consultation parce qu'une personne âgée s'est fait une dermabrasion et voilà. Ça, alors, moi je suis 1000 fois d'accord avec ça. Par contre, il ne faut pas que ça phagocyte les solutions. Et on peut aussi travailler pour augmenter le nombre de pédiatres en France. Bien sûr. Tu vois, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, oui, mais là, ce que je vous dis là est fondamental au niveau de la stratégie de l'exécutif actuel, qui est encore le nôtre jusqu'à la présidentielle. Arnaud, eux, leur dogme, c'est de toute façon, les médecins coûtent trop cher, on va augmenter les prérogatives des paramédicaux. Moi, je ne suis pas contre. Mais à cette solution, Arnaud, je pourrais te répondre. Nous, infirmières puéricultrices, aujourd'hui, nous n'avons pas accès, quasiment pas, hein, j'allais dire, accès justement aux études de médecine. Il faut faire des filières de machin, enfin, il faut faire pas des. On reprend de mémoire bac plus, pas bac plus 2, deuxième année ou troisième année. Vous imaginez, enfin, moi aujourd'hui, si j'avais envie d'être pédiatre, en fait, j'arriverais
à 50 ans sur le marché de la pédiatrie, alors que j'ai déjà une expérience. Ça, c'est toujours la même chose. L'accessibilité rend aussi difficile le fait que les gens puissent avoir envie aussi d'évoluer, de faire, Alors, Oui, mais juste Claire, pour Claire, compléter. Claire, enfin, on s'éloigne un tout petit peu du sujet. Mais Claire, le développement professionnel ne doit pas se faire partout, tout le temps, à n'importe quel prix, et puis pour tous les sujets qu'on veut. Tu comprends? Être pédiatre aujourd'hui, c'est 12 ans d'études. Donc, moi, je préfère avoir des infirmières puéricultrices qui ont des compétences élargies et des prérogatives élargies, plutôt que des infirmières puéricultrices qui arrêtent d'être infirmières puéricultrices parce qu'on a envie de réintégrer une carrière de médecine. Enfin, tu vois, c'est un peu le même problème que pour les infirmiers anesthésistes. Quand tu as des super infirmiers de réa, ils font la spécialité anesthésie, puis après, on les perd. Donc, tu vois, il faut toujours essayer de trouver le juste milieu entre permettre le bonheur, l'épanouissement professionnel des gens sans à chaque fois déserter, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Arnaud, je me permets juste, en fait, quand on parle de la nomenclature des consultations des infirmières puéricultrices, alors certes, ça va peut-être amener à, par exemple, là, on a le droit maintenant de prescrire des tire-laits, ça va peut-être amener à avoir des petits glissements comme ça. Mais le fond de la nomenclature de la consultation de la puéricultrice, c'est de la relation d'aide, c'est de la prévention, c'est des conseils. Donc, on ne va pas être dans le champ de compétences du pédiatre. Enfin, peut-être sur quelques... Oui. Donc, Bien je te sûr. rejoins tout à fait. Évidemment qu'il faut faire de la promotion pour qu'il y ait de plus en plus de pédiatres. Et les pédiatres, ils sont indispensables. L'évolution de peut-être d'un IPA ou d'un passage en Bac+5 à notre profession ne va en rien remplacer le champ de compétences du pédiatre. Clairement. Non, mais c'était juste une parenthèse. Mais donc, attends, ça fait plusieurs fois que vous citez les IPA. Donc, en fait, vous réclamez un statut d'IPA en Non, puéricultrice? c'est plus complexe que ça. C'est D'accord. beaucoup plus complexe que ça. En fait, dans les pays anglo-saxons, il y a les infirmiers cliniciens et les infirmiers praticiens. Nous, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas être on peut pas être sur un seul domaine. En fait, la famille, on peut faire de l'éducation thérapeutique. C'est transversal. La formation actuelle aujourd'hui, elle est transversale. On a des apports sur le développement psycho-affectif moteur de l'enfant, on a des apports aussi en psychologie sur l'allaitement. Donc, on peut pas aller vers un IPA spécialisé. Par contre, ce qui va sûrement être fait, c'est qu'il va y avoir un passage en master de 2 ans avec certains actes qui vont rentrer dans la nomenclature des IPA. Donc, tout est à construire aujourd'hui avec les rendez-vous avec la DGES à venir. Mais non, c'est plus compliqué que ça. Mais Florence, je ne vous ai pas entendu depuis un petit moment. C'est quoi votre regard sur tout ça? Mon regard, tu es, désolé Arnaud, tu as illustré ce que venait de dire Élodie, du manque de connaissance du rôle de la puéricultrice et de sa formation. Et j'ai vu passer un petit commentaire aussi, quelqu'un qui disait c'est un glissement de tâches. Non. Le rôle de la puéricultrice, le pédiatre, il va faire des diagnostics de maladies. Alors, ça peut être une maladie chronique, mais ça peut être aussi la bobologie de l'enfant. Mais l'infirmière, la puéricultrice a un rôle énorme à jouer dans l'information, le soutien et l'accompagnement des parents. Je veux dire, ce n'est pas un glissement de tâche. Vous connaissez un médecin généraliste ou pédiatre qui peut se permettre de passer 1 heure à faire une consultation d'allaitement, 1 heure à rassurer des jeunes parents parce que leur bébé pleure. Donc, voilà, vraiment, c'est... la puéricultrice et l'auxiliaire de puériculture ont un rôle propre qui n'existe pas. Il faudrait que chaque jeune parent, puisse avoir accès à une puéricultrice. Donc, ça pourrait être en visite à domicile, comme le faisait la PMI à l'époque où elle avait les moyens de le faire. Des consultations ouvertes, comme ça se fait dans la maison de santé de Claire, et des ateliers de parents aussi, comme le cercle de parents que propose Élodie. Il ne faut pas croire que c'est ce qui se fait là, donc par Claire et par Élodie, ce sont vraiment des exceptions. Moi, je me bats à ma petite échelle dans les Landes pour... Qu'est-ce qu'on fait quand on est infirmière puéricultrice et qu'on ne veut plus travailler à l'hôpital parce qu'on a un peu fait le tour et qu'on en a marre de faire les horaires? Mais on n'a pas de solution. Parce que la puère en libéral, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de nomenclature. Alors, on peut, oui, être puère en libéral, mais on ne fait que des prises de sang, sachant que ce n'est pas reconnu à sa juste valeur, parce qu'on ne va pas faire une prise de sang à un enfant comme un adulte. Il faut venir la veille,
expliquer aux parents où mettre les mlas, faire connaissance avec l'enfant. On y passe beaucoup plus de temps. Et c'est parce que la Sécu paye une prise de sang à une infirmière libérale qui peut permettre ça. Mais c'est surtout tous ces actes, toutes ces choses qu'on peut faire en plus dans l'accompagnement, dans l'information et dans le soutien aux familles, aux jeunes parents. D'accord. Il est très… Alors, pardon? Le dépistage précoce des troubles du jeune enfant. Je ne sais pas si un pédiatre qui fait, ou un médecin généraliste qui fait le suivi de l'enfant avec ses vaccins tous les mois, eh bien, il va pouvoir voir un réel trouble du développement. Parce que l'enfant, de toute façon, quand il vient chez le pédiatre, il pleure. Je caricature, mais vraiment à peine, quoi. Non, mais c'est la réalité. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui. Alors, attendez, ne parlez plus. Il est 13h. Pendant 5 minutes, de 13h à 13h05, je veux entendre le listing des propositions pour nous. Et à 13h05, on a 10 minutes de questions éventuellement s'il y a besoin. Donc, je vous dis, vous complétez. Il faut une grande campagne d'information sur les compétences existantes et sur les filières existantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, oui. OK. Une facilitation pour l'accès à ces études-là et à ces spécialisations. Oui. Il y a la notion de ratio, oxy, puère en fonction du nombre d'enfants. Juste là-dessus, je reviens Arnaud, c'est pas ça. C'est que depuis 2009, les infirmières, elles n'ont plus obligation d'avoir des apports en pédiatrie. Donc, des infirmières sortent de leurs études en travaillant avec des enfants en ayant quasi aucun apport sur l'enfant. Donc, il faut qu'il y ait un minimum proportionnellement, qu'il y ait beaucoup de puères et peu d'infirmières dans des services comme ça. L'enfant et l'accompagnement des parents, Élodie. Parce qu'en fait, encore une fois, notre spécialité, l'enfant, on ne peut pas le sortir de ses parents. On ne soigne pas un enfant, on soigne la famille. La famille. Pigé. Voilà. Pigé. Donc, l'accompagnement parental, c'est quelque chose qui s'apprend. L'attachement, toutes ces notions-là de base, ça s'apprend comment se placer en tant qu'éducateur en santé. Les injonctions, ça ne marche pas, on le sait. Donc, comment on fait? De quelle manière? L'empowerment, il y a des tas de notions comme ça qui s'apprennent et qui ne s'apprennent pas en lisant 3 tutos sur Internet. Pigé clair. Donc, fluidification également, simplification des réseaux entre professionnels, entre eux, sur un territoire, avec une ARS ou une autre instance qui devrait être l'ARS, capable de donner la cartographie aux parents, aux jeunes parents, de ce qu'ils doivent faire avec la notice, avec qui ils doivent le faire. On est d'accord là-dessus? Ouais, et juste Adrien Taquet, quand même, il faut lui reconnaître ça, il a mis des choses, enfin, il y a des choses qui ont été amorcées là avec les 1000 premiers jours tout de même. Hein. Faut D'accord. Voilà, vraiment. Non, mais je te rassure, même pour le Ségur de la santé qui est tout pourri, moi je leur ai dit, c'est quand même mieux que rien. Et voilà, c'est ça, c'est qu'ils héritent. Quand on a un fruit pourri dans la corbeille de fruits, c'est quand même probablement mieux que pas de fruits tout court. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors après, à nous de faire en sorte que ça. Ensuite, on avait dit autre chose. On avait dit accélération des travaux en cours avec la DGOS. Ouais. Parce que à vous écouter, c'est sur les bons rails, mais il faut l'accélérer. C'est ça? Est-ce que, alors, de toute façon, il y a les élections. Donc... Il est 13h02. Est-ce que j'ai oublié des propositions? Oui, la PMI. La PMI. La communication en lien avec la PMI. Il y en a une autre que tu as oubliée aussi, et je vois parce qu'elle m'y fait penser dans les commentaires, je sais, Laurent Bressing, là, justement, par rapport à la télé médecine, ça se développe. Hein. Il y a des applications telles que Biloba, notamment, May aussi, qui proposent justement, en fait, tout simplement vraiment des premiers recours, en fait. Les parents sont démunis, un enfant pleure, ou il faut que je change le lait, ou comment passer pour un problème sur l'allaitement ou autre chose, qui ne nécessite pas forcément une consultation en présentiel par un pédiatre, notamment. Voilà, ça, c'est des choses qui se développent et qui sont plutôt modernes et très appréciées des parents. Ça remplace pas, on a bien compris, mais ça peut vraiment être une solution. On pourrait transformer ça en proposition comme étant accès à l'info pour tous les parents où qu'ils soient sur le territoire. Un peu en parallèle des déserts médicaux. On sait que dans des vrais déserts médicaux, en ce qui concerne la puériculture, par exemple, ou dans des zones vraiment,
ils aient tous accès à l'information via des outils numériques supplémentaires. Après, il y a l'application des 1000 premiers jours, Arnaud, quand même, qui s'est mis en place. Non, mais attends, mais moi, il n'y a pas de souci, je ne dis pas. Ouais. Non, mais et alors, ça marche bien? Bah, ça commence, en fait. Mais l'application des 1000 premiers jours, c'est des articles, des ressources, c'est plein de choses à disposition de tous les parents. Donc, ça existe déjà. N'empêche que même si ça a démarré, il faut qu'on est quand même obligé de faire le vrai Ségur de la santé. Donc, ça ne doit pas être parfait. Et si c'est parfait, on va s'assurer que c'est parfait. Maintenant, on a 10 minutes. Je laisse la parole à Christelle qui va… Des propositions, Arnaud, s'il te plaît. Oui. Donc, développer les services, on l'a dit, mais peut-être aussi développer les services de prévention, je pense à mon CAMS et à tous ceux qui s'occupent de la petite enfance. Quand tu dis développer, c'est du soutien financier, on est d'accord? Oui, c'est des moyens. Parce que vous avez un enfant, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous passez par le médecin, pédiatre ou généraliste qui dit « Ah oui, je pense qu'il y a un problème de développement ». Vous contactez un CAMS, vous avez 1 an de liste d'attente. 1 an de liste d'attente dans un petit enfant, ce n'est pas possible. Non, mais de toute façon, la santé de demain, il doit y avoir un volet prévention qui prendra l'aspect périnatalité qui est indispensable. Je passe la parole à Christelle. Christelle, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques ou des interrogations? À toi. Peu de questions, les peu de questions, nos intervenantes ont répondu. J'ai juste retenu celle de Laurent qui demandait quel salaire pour que cette profession soit rendue plus attractive, quels horaires. De toute façon, pour moi, il ne doit plus y avoir d'infirmière à moins de 2 000 € en début de carrière. Donc, c'est un début de réponse. Aucune infirmière à moins de 2 000 € en début de carrière. Il est bien évident qu'après, quand on est infirmière spécialisée, il doit y avoir une grille de spécialité. Et puis voilà, quoi. Pour moi, c'est probablement on en est loin aujourd'hui. On est extrêmement loin. Et surtout, ça doit être lissé. Alors, pareil, qu'il n'y ait pas cette inéquité qu'il y a entre justement le public et le secteur privé ou même le secteur territorial, je pense au PMI, etc. Et il y a aussi une grosse différence entre les gens qui sont titulaires, les contractuels, etc. Alors que des fois, il y a des contractuels qui sont là depuis des dizaines d'années, qui sont toujours contractuels. Ça doit plus exister, ça n'a plus de sens. On ne peut pas rendre attractif quand on est contractuel pendant 10 ans. Quoi. Surtout qu'il y a il y a les infirmières scolaires là. Évidemment, dans les écoles aussi, c'est important parce que là, on a parlé de la petite enfance. Est-ce qu'elles sont déjà en lien avec vous? Elles sont déjà en lien avec vous, les infirmières scolaires? Elles savent comment parler de puéricultrice? Il y a des puères qui sont infirmières scolaires. Et puis, il y a des infirmières scolaires, ça peut être des infirmières puéricultrices. Je me permets juste de vous couper 2 minutes. Il y aura une prochaine session avec un médecin de PMI, une infirmière scolaire et une psychologue de PMI. Très bien. Parfait. Mais donc, ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît la place, le rôle et le côté indispensable des infirmières scolaires qui ont également leur place dans la prévention et dans l'arsenal prévention des difficultés de nos enfants. Christelle? Il y avait aussi une proposition qui revient souvent de faciliter l'accès au logement, peut-être pour permettre des installations dans des zones moins attractives. C'est un fil rouge permanent. Alors, je pense en fait, le problème de l'attractivité, pour le coup, des infirmières puéricultrices, je ne suis pas certain parce que, par exemple, dans les territoires dits territoires isolés, les infirmières puéricultrices, ils n'auront pas de mal à recruter du moment qu'il y aura une nomenclature. Mais là, comme on ne peut pas exercer, en fait, donc on n'ira pas s'installer, ça c'est certain. Non, mais c'est un premier pas. Évidemment, la nomenclature, le développement en fait des prérogatives de cette profession-là, et dans un second temps, après, pour inciter à aller dans la Creuse et dans le Morvan, peut-être des facilités, pardon, excusez-moi, j'ai eu un appel, des facilités d'installation comme pour tous les soignants. C'est juste impensable que ça n'existe pas déjà. OK, Christelle, d'autres remarques? Non. Personnel, j'ai beaucoup appris. Je suis honteuse, ça fait 20 ans que je travaille. J'ai appris beaucoup de choses grâce à vous aujourd'hui. Oui, moi j'avais notion de choses un peu obscures, mais ce n'était pas très clair dans mon esprit. Je savais que ça existait, puis je me disais qu'il y a des gens très bien qui s'en occupent, donc je ne creusais pas plus que ça. Alors, Arnaud, il y a quelque chose, juste 1 minute. On n'a pas parlé des crèches. Moi d'abord, je vais vous repasser la parole à tour de rôle. Il est 13h09. On arrête à 13h15. On a donc 6 minutes. Chacune à tour de rôle. Vous avez 2 minutes pour rajouter quelque chose et conclure.
Ok, donc j'y vais Claire, je voulais juste dire qu'on n'avait pas parlé des crèches et que c'est un vrai problème parce qu'il y a les enfants, ils ont des vrais besoins spécifiques et qu'il y a beaucoup de professionnels pour peu d'enfants. Ça, c'est un vrai problème, les lieux d'accueil du enfant. Il y a des choses qui sont quand même mises en place, mais c'est vraiment pas suffisant. Et donc là-dessus, j'ai pas de proposition là tout de suite comme ça, mais mettre des moyens aussi dans les lieux d'accueil pour les enfants. Moi, juste pour conclure, je voulais dire que voilà, le système de soins actuel, il prend pas suffisamment en compte les spécificités de l'enfant et de sa famille, et donc du soutien à la parentalité, que ce soit en hospitalier ou en extra-hospitalier. La prévention précoce en PMI ailleurs, c'est hyper important. Donc moi, à ma hauteur, voilà, j'ai développé l'action dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il faut aller plus loin, notamment avec des maisons des familles, des maisons des 1000 premiers jours, pas suffisamment développées sur le territoire. Et je pense que la coordination des professionnels, c'est une vraie solution parce qu'on se rend compte, d'après vos dires, les infirmières puéricultrices, ça vous parle, mais ça vous parle de manière parfois un peu obscure. Et il faut clarifier les choses et je pense que c'est valable pour d'autres professions. Voilà, merci beaucoup. Il faut qu'elles arrêtent de taper les enfants surtout. C'est pour ça que c'est obscur. Elles ne sont pas gentilles avec les enfants. Justement, je pense qu'elles ont été trop gentilles trop longtemps, moi, je pense. Je plaisante. Et l'EMLA, moi, je ne sais pas si l'EMLA est indispensable. Est-ce qu'il faut mettre du gel pour endormir avant de mettre des perfusions sur les enfants? Ça dépend je des suis pas fois. sûr. Florence. Non, par contre, Arnaud, il faut être formé justement à l'accompagnement et notamment à l'hypnoanalgésie. Mais l'hypnoanalgésie, il faut être formé. On ne fait pas en chantant des comptines à un enfant de 16 ans. Non, voilà. Bien sûr, on peut tous se former. Claire, tu as la parole. Vas-y, ta petite dernière remarque. J'en profite juste. Mini question, Claire. Il est 10, on a 5 minutes. Tu vas conclure. Ensuite, ce sera Florence. Le handicap, je suis un peu en colère sur le sujet du handicap en ce moment. Le handicap, les enfants, vous êtes en contact avec les enfants handicapés? Oui, notamment Florence en parlera mieux que moi parce qu'elle a été au CAMS. Je te laisserai la parole pour les propositions des enfants handicapés. Moi, je serais plus sur le versus santé environnementale. Justement, si on veut faire de la santé environnementale, il me semble impératif que les infirmières puéricultrices ou en tout cas toutes les personnes qui sont spécialisées dans l'enfance et l'accompagnement parental soient formés, puisque c'est comme ça aussi qu'on arrivera à faire changer aussi les habitudes et puis voilà, informer. Je pense que ça, c'est essentiel et pour être informé, il faut être soi-même formé. Voilà. Il y a une puéricultrice qui est en train de faire du mal à un enfant qui hurle. Voilà. Alors, si vous pouvez couper le micro. Si on pouvait couper mon micro, que la PMI arrive. Florence, je vous laisse conclure ou rajouter quelque chose quand même. On a fait 2 petites diagonales à la fin, fondamentales, infirmière scolaire, à rajouter les scribes. Infirmière scolaire, enfants handicapés, petite parenthèse, la nomenclature du remboursement des fauteuils roulants pour les gamins handicapés a été diminuée. Ces gens-là sont dingues. Je parle de l'exécutif actuel, ces gens-là sont dingues. Ils vont diminuer l'offre d'accès, les possibilités d'équipement des enfants handicapés. Ils devraient tous démissionner sur le champ, tous. Bon, excusez-moi pour ce petit moment d'énervement. Florence, on voulait. Je comprends pas non plus. Christelle Baldé, arrête de me critiquer. Florence, on vous laisse conclure. Oui, donc moi je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur la petite enfance en termes de prévention. Il n'y a rien en 2022 qui prépare à être parent et pourtant c'est un chamboulement et les parents ont besoin de soutien. Les 1000 premiers jours, c'est vraiment de bonnes propositions. Maintenant, il faut appliquer avec de gros moyens. Et puis, il faudrait que les puéricultrices soient en accès libre, que tout le monde puisse faire appel à une puéricultrice sans que ça ne lui coûte rien. Alors, ça, le gouvernement, souvent, il n'aime pas. Tu as vu ce qui fait que les psychologues, accès aux psychologues, impossible, sans passer par un médecin généraliste. Est-ce que ce n'est pas dangereux, ça, accès libre? Non, c'est évident, en fait. Il faut pouvoir avoir accès libre. Non, je ne pense pas que ce soit dangereux quand même. Les sages-femmes, elles sont en accès libre. On a un diplôme d'État reconnu, une formation. On a des compétences. Non, je ne pense pas que ce soit dangereux. D'accord, ok, ça marche. Ce qui est dangereux, c'est de vouloir faire des économies sur la prévention et sur le handicap. Donc, j'ai travaillé 5 ans dans un CAMS et quand on met les moyens vraiment très précocement auprès des enfants qui ont au début ne serait-ce que des petites difficultés, mais on fait des économies pour la vie. Et ça, les CPM et les ARS n'arrivent pas à l'entendre. Je connais une ARS qui a supprimé une HAD de pédopsie qui suivait 5-6 enfants.
Mais punaise, c'est 5-6 enfants qui n'ont pas été placés en famille d'accueil. Alors oui, on parle du remboursement, mais voilà, les prises en charge sont au minima parce qu'il faut vraiment mettre les moyens, mettre le paquet sur la petite enfance. C'est les citoyens de demain. Et quand on a une prise en charge complète et de qualité, il y a des progrès qui sont faits, qui sont… voilà. Donc, les enfants, ce n'est pas que des fauteuils roulants. Hein. Avoir un enfant handicapé moteur à la maison, ça demande énormément d'investissement matériel. Donc, on n'est pas égaux, ça dépend vraiment de l'endroit où on a posé les pieds en arrivant. Voilà. Arnaud, on ne t'entend pas? Pardon, Moi, merci. J'ajouterais matériel et humain à ce que tu dis, Florence. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des consultations nécessaires d'ergothérapeute. C'est fini. Merci à tous d'avoir assisté à cette première session de la 2e semaine du vrai Ségur de la santé consacrée à la périnatalité. C'était en fait la 2e session périnatalité étant entendu